Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Je suis Geoffrey Gravo et je suis au podcast d'Équité. C'est parti. Parfait. C'est ton premier clap? C'est mon premier et dernier clap. Bon. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Geoffrey Gravo. Ouais. Ça fait 15 ans que je travaille, 16 ans maintenant dans le domaine de l'informatique. Ouais. Quasiment tout le temps en ESN. Et j'ai eu plein de casquettes différentes. Et j'ai eu un gros profil et je continue à avoir un profil technique autour de ce qu'on appelle le DevOps. Je suis ensuite spécialisé sur ce qu'on appelle Accelerate et Dorametrics. Oui. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai cette casquette de ce qu'on pourrait appeler un coach, qui est donc de l'accompagnement pour débloquer des situations sur du DevOps, du craft ou d'autres sujets. D'accord. Et ça, c'est ton métier à temps plein? C'est mon métier à temps plein. Ah, c'est génial. Alors, comment on fait pour faire ça? Alors, c'est quoi ton histoire? C'est quoi la genèse? C'est une très bonne question. Pour démarrer, déjà, il faut beaucoup d'expérience et voir plein d'opportunités, plein de choses différentes. Je m'explique. Donc ça fait, j'ai dû voir une trentaine d'organisations différentes. D'accord. En ESN, j'ai pu bouger, voir plein de choses différentes. Donc de la scale-up, de la start-up, de la boîte même à 9000 personnes et avec des problématiques plus ou moins à l'échelle. Okay. Sur les mêmes sujets de CI/CD, par exemple, sur un thème de CI/CD, tu as des problématiques totalement différentes, mais qui se répètent en fonction de l'organisation ou de la structure de l'organisation. Une scale-up va avoir globalement les mêmes problématiques. Une boîte qui a plus de 10 ans va avoir globalement les mêmes problématiques à quelque chose près. Toi, par exemple, aujourd'hui, dès que quelqu'un me dit on utilise un framework de type safe, très souvent, je pense qu'au niveau architecture, ils ont des couplages forts et déjà, je tape très vite dans le mille. Quoi. Okay. Donc, il y a cette pattern, entre guillemets, qui revient au fur et à mesure. Okay. Donc ça me permet ensuite d'arriver à des postes de coach où, en fait, en un coup d'œil, je vais vite me dire c'est là où il y a un problème. C'est toujours le même pattern et on va fouiller. Mais en général, il s'avère que tu vises juste ton truc comme. C'est ça. Ok. Et avant ça, c'est quoi ton parcours? T'as fait une école d'ingé? T'as fait une prépa? T'as fait quoi? J'ai fait la fac, donc j'ai mon master. C'est ça? À Bordeaux, l'université de Bordeaux. Ok. Voilà. Tu connais? Non, c'est marrant, c'est pour ça que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me dit qu'il a fait ces facs-là. Exactement, ouais. Je suis ravi. Et donc j'ai fait des études de génie logiciel pour être dev. Et donc mon premier travail a été sysadmin, donc rien à voir. Ah ouais, ouais, exactement. J'avais beaucoup d'appétence pour le système Linux, je l'ai toujours. Ouais. Et ça, en fait, ça m'a quand même ouvert une voie au sysadmin. Donc j'ai démarré en tant que junior là-dessus. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'énergie à revendre, je suis très dynamique et je suis curieux, donc j'ai fouillé un peu partout. Et cette proactivité fait que je suis devenu force de proposition et on m'a attribué de plus en plus de responsabilités. Et je suis passé par de la chefferie de projet. Ah, t'as fait un peu gestion de projet. Ouais, exactement. Ouais. De la gestion d'une équipe d'experts, en étant en contact directement avec le support et le client. C'était très enrichissant. Ensuite, les missions DevOps et au fur et à mesure des missions de conseil, des formations. Et là, j'en suis carrément à créer mes serious games, mes jeux. Tu fais des serious games aussi? Ouais, exactement, ouais. Ah, mais tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. Et je suis également conférencier, voilà. Et t'es conférencier. Donc c'est pour ça que t'es sur l'île. Et c'est pour ça que je suis dans ce beau grand palais de l'île. Voilà, exactement. Ouais. Ok, c'est quoi le titre ou le speech de ta classe? Ouais, donc ça s'appelle « Au secours, mon manager me demande des KPI ». C'est exactement donc, ça. Les KPI, pour les personnes qui ne connaissent pas, en gros, c'est des indicateurs clés de performance. Ce que j'ai observé dans ces dernières années, quand un responsable, un manager, qui lui-même a des objectifs, arrive et dit à une équipe, j'en sais rien, je prends la couverture de code, il faudrait que vous ayez une couverture de code de 80% pour augmenter la qualité de notre code et de nos services. En fait, très souvent, ça ne va pas faire sens pour les équipes, ça va être imposé, alors que les équipes ne l'ont pas décidé. Et très souvent, si en plus, imaginons que pour apprendre un code très spaghetti, c'est difficile d'intégrer les tests, ou alors derrière, le code est mal maintenu ou il y a de la perte de connaissances, en fait, intégrer les tests, ça va être très coûteux, très long, et ça ne fait pas sens. Et qu'est-ce qui se passe pour atteindre les 80%? Il y a des triches. On va tricher sur la qualité des tests, on va tricher dans Sonar, etc. Et donc, ce sujet,
qui en fait revient à une loi d'un économiste des années 60 qui s'appelle Goddard. Il disait la chose suivante, et j'aime beaucoup cette phrase, quand une mesure devient un objectif, 80% de couverture de code, Oui. ça ne devient plus pertinent. Parce que les gens vont forcément trouver un moyen de tricher. Et ça s'est vu en plus à l'échelle de la France, avec des deltas sur les chiffres de l'emploi à l'époque de François Hollande. Lui, il a pris les statistiques telles qu'elles étaient. Mais en fait, il y a eu en remontant dans les strates, mais en fait, il y a eu des pertes, des deltas de pertes. Et au fur et à mesure, ça fait un gros écart. Donc, c'est un sujet relativement important qui pénalise les entreprises aux autres. Oui, mais en fait, quand tu dis 80% de qualité de code, ok, c'est cool. Mais le pourquoi, est-ce que c'est la norme? Exactement. Est-ce que C'est ça. c'est, comme tu disais, les tests, les tests, c'est bon, je remplis les cases et Sonar, il est content. Ouais, c'est ça. Oh, mais je connais un petit peu les choses, hein, c'est ça. Et toi, derrière, pendant dans cette situation-là, toi, tu rentres avec de la pédagogie pour expliquer pourquoi il faut atteindre ces 80%, ou tu te dis, on s'en fiche de ce seuil, on va pratiquer ça, parce que je sais que dans l'écosystème du client ou du logiciel, c'est ça qui est mieux. Je comprends très bien. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est joindre les deux bouts. Les joindre debout de la volonté top-down de faire avancer des choses pour la boîte, ce que je comprends, parce qu'il y a une pression commerciale, business, s'imposer sur le marché. Le marché est très concurrentiel. Mais en même temps, j'essaie de concilier une approche bottom-up en allant chercher les réelles problématiques du terrain, les réels besoins des équipes et des équipes de développement. Je trouve qu'on met beaucoup en focus en ce moment, avec les approches dev experience, etc., sur la productivité de l'équipe de développement. C'est bien de fournir des bons outils ou des choses, des axes d'amélioration dans les équipes, mais finalement, en levant un peu la tête, on s'aperçoit que c'est tout ce qui est autour qui contraint. Un processus, la communication, la qualité des user stories, que sais-je. Et en fait, on fait trop en focus à l'intérieur de l'équipe de dev, qui pour moi est déjà globalement plutôt performante, et il faudrait plutôt lever les freins. Ça, en allant chercher ces vraies problématiques du terrain, et en les confrontant à l'approche top-down, le middle management, ou tout ce qui se trouve au milieu, peut rejoindre les bouts en disant « Ouais, mais là, on a des objectifs irréalisables et prévenir la hiérarchie. » Et c'est là où se dire que les indicateurs clés de performance, ça peut être bien pour se donner une idée de tendance, mais pas un objectif en soi. Parce que très souvent, ça ne fait pas sens auprès des équipes, ça ne fait pas foi. Et je préfère, ça se fait de plus en plus, donner la voix aux équipes, dire qu'est-ce qui fait sens pour vous en termes de chiffres, de métriques. Parce qu'il faut des chiffres et des métriques pour s'améliorer. D'ailleurs, je crois qu'il y a une conférence qui en parle aujourd'hui. Voilà. Et à partir de là, comment on joint ça à de la performance? C'est une approche plus fine, mais qui plaît énormément aux équipes parce qu'on va chercher du sens aux équipes et pas leur imposer. Je vais faire un truc qui va, j'espère, te provoquer. Ouais, des guidelines, c'est une déclinaison d'OKR, et c'est tout. Ouais. Alors, je suis pas expert en OKR, mais t'es pas expert en OKR? Je suis pas expert en OKR du tout. Parce que ce que je vois, moi, généralement, la mauvaise maîtrise des OKR, c'est que les key results deviennent intrinsèquement des KPI. Oui, c'est ça. Alors que bon, c'est que c'est pas ça. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire ça. C'est ça. En fait, en performance, il y a performance. Voilà. Est-ce qu'un key result reflète de la performance? Pas forcément. Pas forcément. Voilà, pareil, j'ai eu la discussion. On m'a dit, on va chercher des métriques. Attention, une métrique, c'est pas forcément de la performance. Non. C'est c'est une donnée sous un format précis. Hein. C'est ça. C'est tout. C'est une sonde. Maintenant, tu vas l'interpréter comme ça. Donc, il y a déjà un ajustement de vocabulaire à faire. Il y a une confusion là-dessus. J'espère le faire un petit peu aujourd'hui et durant ma conférence. Bah oui. Mais c'est un réel problème qui crée beaucoup de pression dans les équipes au final. Et là, la suite, même dans le coaching, j'inclus aussi des éléments de bien-être au travail que je trouve très importants. Il y a plein d'études assez solides qui sont arrivées avec des facteurs de performance. On a beaucoup parlé de leviers techniques, mais en fait, on a mis de côté tout ce qui était culture, organisation, communication, qui sont pour moi aujourd'hui la clé. Et je vois que notamment en termes de rétention de savoir et de personnes, c'est le bien-être qui fera la différence. Et je suis persuadé que dans 2-3 ans, les entreprises qui n'auront pas investi sur le well-being, sur la mise en place d'indicateurs liés au bien-être, en fait, elles risquent d'avoir des gros problèmes. Il a été montré qu'aujourd'hui, la satisfaction du travail, au travail, qui passe notamment par un bon outillage, donc d'aller chercher les besoins des équipes, couplé au bien-être au travail, donc avoir un environnement avec une sécurité psychologique dans le monde du software development qui est mesuré, tout simplement mettre des working progress limites pour éviter de dépasser la capacité et ne pas l'user, sont des facteurs de
performance, la rentabilité, il y a des ROI qui sont liés à ces deux sujets aujourd'hui et démontrés. Super. Et donc, on a tout intérêt à tacler ce sujet de KPI, à comprendre ce que c'est, à mettre des bonnes tendances, à dire est-ce qu'on tend vers ou pas. Et ça ne doit pas être des objectifs qui mettent trop de pression inutilement. Il y a toute la strate de management qui s'amène derrière l'organisation. Ouais. Okay. On est au DevLille. Ouais. C'est ton premier DevLille? C'est mon premier DevLille. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais, exactement. Je découvre et j'adore. Okay. J'adore visiter les villes grâce aux événements. La Lille, je découvre. J'aime beaucoup. Il y a plein de bonnes choses à manger, à boire. C'est un très bon point. Il faut revenir ce midi. J'ai chef Jean-Luc qui vient, il fait des trucs de dingue. Ok, je reviendrai. Tu viens pour l'apéro. C'est ça, exactement. Et puis, le Grand Palais, il est magnifique, ça fait rêver. J'ai vu le Grand Amphi, ça fait rêver. La keynote, elle était exceptionnelle. On a un événement génial. Écoutez, on m'avait super bien reçu. Là, j'ai déjà discuté avec Julien. C'était génial, c'est très accueillant. Et puis, c'est très chaleureux. C'est très chaleureux. Moi, je viens de Bordeaux, on va dire, c'est pas pareil. Ah, donc, Lillois et Lilloises, vous êtes très chaleureux, et ça fait du bien. Bon, très bien. Ainsi se termine la petite interview. Exactement. Je te remercie beaucoup. Merci à toi également. Et puis je te souhaite tout le courage du monde et toute la réussite pour ton talk. Merci beaucoup, Romain. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.